Aymeric Didet nous rejoint, directeur de la gestion de Pergame. Bonjour Aymeric. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous allez rendre votre verdict face au marché. Ce moment qu'on va vivre ensemble, ce verdict, est-ce que vous l'assumez ? Totalement. Alors j'estime et je l'assume que le secteur bancaire, malgré une performance de 60% cette année, il risque d'être encore intéressant pour 2026. Ah, encore ? Vous ne vous arrêtez jamais. Encore le secteur bancaire en 2026. Pour vous, la plus grande prise de risque quand on est investisseur en 2026 serait de ne plus acheter les valeurs bancaires. Exactement, c'est ce qui a tiré beaucoup d'indices à la hausse cette année. Et c'est un secteur qui continue de se réformer, d'avancer, de se restructurer. Donc, il offre du potentiel aux investisseurs. Et il offre du potentiel parce que c'est encore un secteur qui est très éparpillé. Il y a beaucoup de banques, il y a beaucoup de rapprochements qui devraient avoir lieu, continuer d'avoir lieu. On le voit, ce sont des mouvements qui sont extrêmement longs, sur lesquels il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, puisque c'est soumis à beaucoup de régulations. Et donc, c'est un secteur où on en est quelque part un petit peu au début des grandes manœuvres dans le secteur. Donc, c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à penser qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Début de grande manœuvre. Attendez, vous êtes en train de miser sur les fusions-acquisitions, des rapprochements entre acteurs bancaires pour justifier de continuer de les acheter, les banques, ou il y a d'autres raisons peut-être plus, on va dire, plus certaines ? Fondamentalement, elles sont pas chères. Donc ça, c'est le côté fondamental qui nous pousse à imaginer que le secteur peut continuer d'évoluer et d'avancer. Mais ce qui nous pousse également, c'est que c'est un secteur qui doit se réinventer et qui sait se réinventer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on continue d'être présent là-dessus. Et puis encore une fois, c'est un secteur dans lequel on a, pour beaucoup d'acteurs, pas retrouvé forcément les niveaux qu'on avait en 2007-2008 ou au plus haut des marchés avant les problématiques bancaires. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a encore du potentiel pour tout ce secteur. Oui, un environnement de taux amené sans doute à continuer à faire apporter un peu plus d'argent encore. Il suffit que les banques fassent rien pour que quelque part elles gagnent de plus en plus, ne serait-ce qu'en raison des politiques monétaires. Exactement. Tant que les taux restent à des niveaux qui sont plus, qu'on n'est pas au taux zéro, les banques gagnent de l'argent. Tant qu'il y a de la courbe, de la pontification sur les courbes de taux, les banques gagnent de l'argent. Et puis ces banques, c'est le canal de transmission de la politique monétaire jusque dans l'économie réelle. Donc tout sera mis en œuvre pour que le système bancaire fonctionne correctement. Donc c'est pour ça qu'on continue à penser qu'à un moment donné où les banques centrales doivent plus que jamais être présentes dans l'économie et faire que l'économie réelle tourne, marche correctement, il faut avoir un secteur bancaire fort et puissant, et c'est ce qui nous incite à rester présent sur ce secteur. D'autant que les perspectives de croissance en zone euro sont un peu meilleures que ce qu'on aurait pu imaginer. La BCE, après-demain, on verra, mais pourrait même relever sa prévision de croissance pour l'an prochain. C'est un autre moteur en faveur des banques. Mais c'est un très très bon facteur, et puis ça, c'est la chose qu'on n'a pas le droit de dire à beaucoup d'endroits, et particulièrement en France, où on parle beaucoup de mauvaises nouvelles. Finalement, si vous regardez l'état des économies, c'est pas si mal. Et aujourd'hui, la France en est un exemple où finalement on a quand même, malgré le marasme politique dans lequel on est, finalement on a quand même un peu de croissance. On a un chômage qui continue d'être plutôt à des niveaux très faibles par rapport aux 10 dernières années. Ça, c'est des gros mots qu'on n'a pas le droit de dire quelque part. Alors que pourtant, ils sont des très bons signes pour l'économie réelle. Donc c'est pour ça qu'on aurait envie d'un peu de positivisme. Et là-dessus, quand on est investisseur, on doit regarder les choses un peu froidement et enlever un petit peu le bruit qu'on a du côté quotidien politique pour se concentrer sur la vraie réalité des entreprises. On a coutume de dire que quand le bâtiment va, tout va. On a envie d'ajouter quand les banques vont bien, tout tient. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut jamais oublier, c'est que c'est souvent le dernier secteur à monter. Donc, quand on regarde souvent les grandes crises qu'il y a eu financières dans le passé, le dernier secteur qui, ce qu'on appelait en anglais, on dit overshooting, qui monte de façon très puissante au-dessus des moyennes habituelles, c'est le secteur bancaire, et souvent on a des retracements assez forts avec ça. Bon, en plus, les banques sont peu exposées, les banques européennes, au risque dollar, au risque d'effet de change, au risque tarifaire aussi. Ça ne concerne pas les politiques douanières. Il y a plutôt interne aujourd'hui sur le secteur bancaire, et la dérégulation va potentiellement continuer. Alors, dérégulation, en Europe, pas sûr, la BCE plaide pour une simplification de la régulation, mais pas un assouplissement, c'est subtil. Ça, c'est l'Europe, oui, en effet. C'est le côté européen toujours à chercher à réguler, peut-être un petit peu moins, je pense quand même. Ouais. On voit quand même qu'on est arrivé quand même à un point
d'inflexion sur tout ce dogmatisme réglementaire où on sent qu'il y a quand même un changement d'état d'esprit. Alors je dis pas que ça se traduit encore dans les faits de nos institutions réglementaires. Mais on sent quand même qu'il y a une volonté d'arrêter de vouloir réguler à tout prix, tout le temps, et de penser qu'en empêchant les personnes de prendre du risque, ça sera la solution à tous les problèmes. Alors, on entend aussi parler d'une prime IA sur le secteur bancaire. Ce serait le secteur bancaire avec les pharma, selon UBS, le secteur amené à adopter le plus rapidement l'IA et en tirer le plus de bénéfices. Est-ce que vous partagez cette idée ? Oui, ça fait partie des secteurs qu'on sent être... avoir un taux d'acceptation, un taux d'adoption de l'intelligence artificielle assez élevé. On est plutôt favorable à ça parce que le secteur tertiaire est celui qui bénéficie le plus de l'intelligence artificielle et qui va le plus en bénéficier. On le voit, les gains de productivité sont extrêmement importants sur le secteur bancaire, sur les financières, et on le voit même dans notre métier à tous les jours dans les sociétés de gestion où utiliser de l'intelligence artificielle, ça permet de gagner en productivité. On le voit, on sortait des reportings avant, il fallait 15 jours, le temps que tous les gérants écrivent leur texte et calculent toutes leurs contributions. Aujourd'hui, on crée un module, un agent IA qui va calculer toutes ces données et prendre notre savoir, notre connaissance qu'on lui aura donnée. C'est-à-dire que en quelques jours. Les arguments que vous êtes en train de porter aujourd'hui en faveur du secteur bancaire, ces arguments, c'est l'IA qui vous les a livrés ? Ça fait partie. Non, ça fait partie. Alors, c'est pas l'IA qui nous aide dans nos décisions quotidiennes de gestion. Par contre, il est vrai qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus de technologies, d'algorithmes pour valider certains choix d'investissement afin de voir si les sociétés dans lesquelles on a envie d'investir ont des momentum positifs. Secteur bancaire, il y a tout dans le secteur bancaire. Cette année, Société Générale a pris 130%, BNP 30%. C'est bien 30%, mais c'est rien par rapport à 130%. Vous choisissez quoi ? Plutôt BNP, Crédit Agricole ou Société Générale qui a déjà cartonné cette année ? Ou autre Alors c'est très très dur aujourd'hui parce que Société Générale a fait un énorme rebond et c'est une pique incroyable, un peu à l'image de ce qu'on avait vu avec 2007, en 2007. Donc on a plutôt tendance à la mettre de côté et à pas penser que je préfère aller chercher BNP à la limite qui est le grand acteur classique, tranquille, la force tranquille, mais avec des fondamentaux très fort, très puissant. Mais d'une manière générale, sur le secteur bancaire, parce que c'est un secteur qui est très décrié et qui a beaucoup d'intervenants, on ne sait pas qui va faire être le consolidateur, le consolidé. Là, pour le coup, on utilise des ETF et ça marche très très bien dans la gestion. L'actualité qu'il faut suivre, évidemment, c'est la perspective, alors encore un petit peu floue, mais d'un accord de paix entre Ukraine et Russie. On voit qu'à court terme, ça fait baisser le secteur de la défense. Le pétrole, ça fait monter le secteur du tourisme, des compagnies aériennes. Quel impact de plus long terme ça peut avoir comme dynamique de marché ? Alors, on le voit d'ailleurs, pour faire la transition avec les banques, une de celles qui réagit le mieux, souvent, c'est Raiffeisen Bank, qui est très, très impactée à chaque fois. C'est un signe pour nous montrer si on s'achemine un tout petit peu vers des accords de paix ou pas. Donc, on regarde un petit peu ce que fait Raiffeisen et c'est assez parlant en termes d'impact. Mais c'est vrai que sur le long terme, nous, on est plutôt à se dire que s'il y a un vrai accord de paix qui intervient, on va avoir toute la cote qui va en profiter, quelque part sûrement à l'exception du secteur de l'armement qui peut baisser assez fortement dans un premier temps et qui sera la meilleure opportunité pour en mettre dans les comptes, parce que là, les dépenses qui ont été votées vont enfin être allouées aux acteurs de l'armement. Donc il peut y avoir pour le coup une gestion très active à avoir au moment d'une paix réelle signée, et ça va sûrement être intéressant pour les investisseurs. Encore si pays y avait baissé les cours du pétrole, on voit le pétrole aujourd'hui sur les plus bas de 6 mois, encore en baisse, dans la perspective peut-être, mais alors très conditionnelle, d'un possible accord de paix, on verra, rien n'est fait, mais le pétrole se détend, le gaz aussi. Si ce mouvement se poursuit, ça pourrait booster encore plus la croissance européenne pour le coup. Exactement. C'est un game changer. Ça serait une super bonne nouvelle pour la croissance européenne, pour toute l'industrie allemande également. Donc c'est ça qui nous fait être positif sur l'Europe pour l'année 2026, parce qu'on espère quand même qu'à un moment donné, cet accord de paix sera signé et qu'on aura beaucoup de visibilité grâce à ça sur les marchés financiers, et particulièrement pour les actions européennes et les actions allemandes. Oui, le pétrole qui recule, parce que si accord de paix il y avait, eh bien le pétrole russe pourrait peut-être revenir sur le marché. C'est l'une des hypothèses, donc plus d'offres et donc détente des cours. Voilà. Beaucoup, et puis de toute façon, le pétrole aujourd'hui, on continue d'en trouver, on continue d'en avoir, donc on n'est pas forcément très haussier sur les cours du pétrole. Si les cours du pétrole venaient à continuer de reculer, vous,
vous qui possédez peut-être des titres Total Energy, que devrez-vous faire de vos titres Total Energy? Est-ce que Total Energy va sous-performer avec cette baisse des cours encore durablement? Question qu'on posera, ce sera dans quelques minutes à partir de 16h. Merci beaucoup Aymeric d'être passé nous voir. Merci.